Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux, on se retrouve, Shavua Tov, on est Yom Rishon, il est 18h01 chez nous en Israël, on se retrouve avec le guide Ariel Assaf pour parler du défi de la Aliyah, pas de l'Aliyah de nos jours, mais en tous les cas c'est les 4 aliyot du Yémen. C'est le thème que ce soir va développer Ariel Assaf pour Midreshet Yehuda. Merci Ariel et c'est à toi la parole. Bien, alors bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous revoir. Là, je vois des abonnés fidèles et d'autres que je vois pour la première fois. Alors bonsoir à tout le monde. Je vais partager l'écran. On a parlé dans le titre de 4 aliots du Yémen. Je vais vous dire un petit secret. J'ai un problème. Quand j'ai préparé cette conférence, je voulais effectivement parler des 4 aliots du Yémen, les 4 vagues d'Aliyah du Yémen. Et je me suis rendu compte que je n'y arriverai pas en 1 heure. Alors, je m'en excuse, mais on va faire comme avec les palmiers, on va couper en deux. On va parler des 2 aliyot qui ont précédé l'État d'Israël et 2 aliyot gérés par l'État d'Israël. Ça va être pas facile, ni les premières, ni les secondes, ni les troisièmes, ni les quatrièmes. On va un petit peu connaître cette communauté du Yémen et voir un peu toutes les souffrances par lesquelles ils sont passés. Et je pense que nous-mêmes, en tant qu'Olim Khadashim, quand on voit par nous on est passé, alors on est très loin d'imaginer les souffrances qu'ont endurées ces gens qui sont venus du Yémen. Et on commence. Donc le Yémen, pour nous remettre un peu sur la carte, ça se trouve tout à fait au sud de la péninsule arabique. On voit sur la map monde à gauche et on voit la carte du Yémen avec la capitale Sanaa. Et il y a beaucoup de montagnes au Yémen. Il y a aussi la mer Rouge et l'océan Indien. Et on voit, il y a un port qui est très important, le port de Aden. Ce port est très important, ce port au sud du Yémen. Ce n'est pas le seul port du Yémen, mais l'avantage, c'est qu'au 19e siècle, ce port sera sous domination anglaise et ça facilitera un petit peu le trajet vers Eretz Israël. On en reparlera. Voilà, juste une photo pour voir une ville, la ville de Chaban au Yémen. On voit les montagnes du Yémen, on voit les maisons qui sont très primitives. C'est de cette région-là qu'arrivent ces Juifs du Yémen. Et on va d'abord un peu commencer à connaître un peu ces Juifs du Yémen. Alors pour la première chose, si vous regardez à gauche, le monsieur qui est à gauche, alors ce qui est très évident, vous voyez l'habit des Yéménites, à gauche d'un Yéménite, à droite d'une mariée yéménite. Ce qui est important, c'est les péotes, ce que les Yéménites appellent les simonim, les simanim d'un juif. Et c'est intéressant que des juifs du Yémen ou des juifs chassidim d'Europe de l'Est qui n'avaient pas de contact ont la même façon de laisser pousser ces péotes. Alors apparemment, ça doit garder une tradition juive beaucoup plus ancienne. D'ailleurs, les deux font venir ça de la Torah qui interdit de se raser entièrement les coins de la barbe. Un des coins de la barbe, c'est le coin en haut. Et donc, on laisse les péotes ou les simonim qui donnent l'aspect juif d'après les Yéménites ou d'après les chassidim. Le Yémen, la population est très pauvre, mais elle est très pratiquante. Et on voit à droite le Mori, le maître qui enseigne aux élèves. À gauche, vous voyez des Juifs qui étudient la Torah ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Yémen, vu la pauvreté des Juifs yéménites, il manque de livres. Alors, si vous regardez ce qui est très spécial, regardez la page de droite avec les élèves en classe, vous verrez que les élèves sont assis autour des livres. Les livres sont ouverts au milieu et les élèves sont de tous les côtés. Ce qui fait que il y a un élève qui est face au livre, disons celui qui est à droite, l'élève qui est en bas est face au livre. Donc, l'élève qui est à gauche voit le livre à l'envers. Et les Yéménites savent effectivement lire à l'endroit et à l'envers. Si vous regardez à gauche les 3 personnages qui étudient ensemble le texte, je ne sais pas quel texte ils étudient, vous voyez de nouveau qu'il y en a 2 qui voient le texte et le troisième qui pointe du doigt quand il regarde le texte à l'envers. Donc la pauvreté du Yémen a fait que les Yéménites ont appris à lire à l'endroit et à l'envers. Les Yéménites voient beaucoup de choses en grand. Alors on voit à gauche un étrog yéménite. C'est cachère un étrog de cette taille-là, c'est un peu dur à tenir avec le loulab dans la main, mais quand la Mishnah nous parle de la taille d'un étrog, elle nous dit qu'un étrog,
il faut le prendre avec le loulav, ou afilou bishte yadav, même si c'est un étrog qu'on prend à deux mains, c'est cachère, donc c'est le étrog yéménite. Vous rencontrez des fois des yéménites à la choule, à Sukkot, avec des étrogim aux dimensions tout à fait spéciales. Vous voyez, il y a un don qui a été fait au Rav Arashi, qui a été fait, où il le vérifie, je crois qu'il a été offert. Et à droite, le chauffard aussi. Nous, on a l'habitude de prendre des cornes de bélier. Eux prennent d'autres cornes du désert et regardez la taille du chauffard yéménite. Ça demande aussi de pouvoir sonner le chauffard dans un chauffard aussi grand. Voilà, donc ils ont l'habitude de grands étrogim, de grands chauffarots. Bon, le seder, je passe. Et comme ils sont juifs, eh bien, ça veut dire quoi yéménite? Si vous demandez yéménite, c'est quoi son minag? Il ne vous dira pas le minag yéménite. Parce qu'au Yémen, il y a deux minagim, il y en a même plus. Mais il y a deux minagim principaux. Le minyan shami, le nosar shami et le nosar baladi. Le nosar shami de la tfila ressemble plus au nosar safaradi. C'est plus influencé par le Shulchan Aruch. Alors que le baladi est plus influencé par le Rambam, le Yad HaChazaka, et ils vont entièrement d'après les psychotes halakha, d'après le Rambam. Si on sait que quand Maran a écrit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo a écrit le Shulchan Aruch, il se sert de trois ouvrages qui l'ont précédé, du Rif, du Rosh et du Rambam, et il fait la halakha d'après la majorité. Le Nusach Baladi, eux se servent essentiellement du Nusach du Rambam, comme il définit la tfila dans l'Yad HaChazaka, et c'est la source de la façon de prier dans le Nusach Baladi. Alors, quand vous allez dans une synagogue yéménite, il faut déjà décider si vous allez chez les Shamim ou chez les Baladim. Je dis encore d'autres sous-minagim, mais ce sont les deux principaux. Ils ont un sidour yéménite qui s'appelle le Tichlal, qui donne la prière. Vous voyez à gauche une page d'ouverture du Tichlal, Nirtaf po sana teman, lichvod amitenu ayakar, c'est moins important. Et donc le Tichlal qui a été écrit d'après le Nusach de Sana, de la capitale du Yémen. Le Rambam a une très très grande importance au Yémen parce que un petit peu avant l'arrivée du Rambam sur la scène, donc Rambam c'est la fin du XIIe siècle. À la fin du XIIe siècle, il y a des xérotes, il y a des musulmans qui font une révolution au Yémen et qui imposent une conversion forcée aux Juifs. Les Juifs ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'ils ont le droit de faire semblant de s'islamiser? Un petit peu ce qui va être le sort des maranes dans le monde chrétien de l'Espagne du XVe siècle, 15e, 16e siècle. Alors, il y a déjà ce phénomène de marane, pas au niveau de chrétienté, mais au niveau de l'islam dans la région du Yémen. Et les Chachamim du Yémen vont demander au Rambam quoi faire. Est-ce que quelqu'un qui accepte l'islam de façon officielle, mais qui continue à judaïser, est considéré comme juif ou pas comme juif? Le Rambam va leur écrire une lettre, Igeret Teman, qu'on peut lire comme dans tous les ouvrages quand vous achetez les œuvres complètes du Rambam, vous avez les Igrot à Rambam, les lettres du Rambam. Il y a un certain nombre de lettres très célèbres, parmi laquelle on trouve la lettre Igeret Teman, où ils donnent des instructions en leur expliquant effectivement de cacher leur judaïsme, mais dès qu'ils peuvent, de quitter les terres islamiques où ils ne peuvent pas pratiquer le judaïsme et essayer de partir ailleurs, comme d'ailleurs ce que le Rambam a fait lui-même. Il a quitté l'Espagne, il est parti au Maroc, il est parti de là, il est parti vers Eretz Israël, il n'a pas pu rester, il est parti en Égypte. Et il leur dit, essayez de vous débrouiller, mais dès que vous pouvez, quitter le pays. Et les Yéménites ont un tel respect pour le Rambam qu'à l'époque, dans le Kaddish, quand ils ont dit dans la phrase B'chayechon ou Yomechon ou B'chayechon Beit Israël, quand tout le monde a Dieu pendant votre vie et la vie de tout l'âme Israël, ils ajoutaient au Yémen B'chayechon ou Yomechon ou B'chaye de Marana Moshe ben Maimon. Donc, pendant votre vie et la vie de notre maître Moshe ben Maimon. Donc, le Rambam était une figure très très importante au Yémen, et ça continue jusqu'aujourd'hui, puisque plus tard, il y aura des influences de la Kabbalah qui vont arriver au Yémen. Le Rambam était
officiellement, disons, dans les livres du Rambam, on ne trouve pas de la Kabbalah. C'est un rationaliste. C'est pas aussi évident que ça, mais c'est comme ça que c'est accepté de façon générale. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans la discussion qui était le Rambam, mais par réaction au fait que la Kabbalah va rentrer au Yémen, alors il y a des partisans du Rambam à outrance qui vont interdire toute ingérence de la Kabbalah dans le Nusach et vont créer un mouvement qu'on appelle Dordéa qui va lui être uniquement basé sur un Rambam, sur le rationnel et va rejeter tout ce qui vient de Tzfat et de la Kabbalah, qui rentrera dans le Nusach Shami, mais pas dans le Nusach Baladi. Donc c'est aussi une des différences entre Baladi et Shami. L'un va d'après le Rambam est plus imperméable à la Kabbalah, l'autre est un peu plus ouvert à la Kabbalah. L'importance des manuscrits du Yémen est que dans les manuscrits du Yémen n'ont pas été censurés par l'Église. Les musulmans ont fait des décrets anti-juifs mais n'ont pas censuré les livres. L'Église, elle, a censuré les livres. Les livres, par exemple, dans les livres du Rambam, tout ce qui a rapport avec le rapport du judaïsme, avec le christianisme, a été censuré par l'Église et a été effacé de nos livres. Quand les Yéménites arrivent du Yémen avec leurs livres, avec leur copie du Rambam, on trouve tous ces chapitres où le Rambam parlait du rapport judaïsme-christianisme qui avait été expurgé des livres ashkénazes. Donc c'est aussi son importance. Ils ont gardé des textes anciens, aussi des textes de Gemara qui eux aussi ont été corrigés par la censure du pape et qui au Yémen sont restés dans leur original. Quelques figures importantes du judaïsme yéménite. Rabbi Shalom Shabazi, qui est le plus grand des poètes du Yémen. Il y a des Zmirot qu'il a écrits qui sont rentrés dans les Zmirot du Shabbat qu'on chante chez les Yéménites, mais pas seulement. D'autres communautés se sont mis à chanter les chants de Rabbi Shalom Shabazi. Comme vous voyez, il a vécu au XVIIe siècle. De nouveau, une Agada raconte que chaque semaine, il allait Shabbat à Jérusalem, il y avait Kfitzat Aderech, et il faisait le Shabbat à Tibériade ou à Jérusalem ou à Tzfat, et revenait après au Yémen. Sur la photo de gauche, vous voyez sa tombe, c'est le bâtiment qui est à gauche dans les montagnes, et vous voyez à côté un mikvé, aujourd'hui tombé en désuétude. Et si j'ai dit que les textes de Rabbi Shalom Shabazi sont rentrés dans les Zmirot, alors on va peut-être écouter quelques sons d'une des Zmirot de Rabbi Shalom Shabazi. Im nin'alu dalte nedivim, dalte marom lo nin'alu. J'ai deux versions ici, une de Yigal Bashan et une de Ofra Chaza. J'ai choisi celle de Ofra Chaza parce qu'à la fin, vous allez écouter la dernière phrase et vous allez entendre aussi la prononciation des Yéménites. Parce que les Yéménites ne lisent pas l'hébreu ni comme les Ashkénazes, ni comme les Séfarades. Donc on sait Ashkénaz, le Kamatz, c'est O, le Taf, c'est Te ou Se. Dans la prononciation Séfarade, le Kamatz, c'est un A, et le Taf, c'est Taf, c'est Te. Et chez les Yéménites, ils ont le Fe, un peu comme les Ashkénazes, mais plutôt Fe, comme le Fe anglais. Le Kamatz, c'est un O, comme chez les Ashkénazes. Par contre, le Ei, le Tsere va être un A et le Cholam va être un. Vous allez écouter un petit peu quelques sons de cette musique de Rabbi Shalom Shabazi et écouter la prononciation yéménite. Vous avez entendu Yodu Shemeh Vihalelu, il y a marqué Shemo, mais le Cholam devient un E. On a entendu le Kamatz qui est un O, donc ils lisent ni comme les Ashkenazes ni comme les Sfarades. Grande question. Donc, si les Yéménites qui ont gardé une tradition plus ancienne lisent plus comme les Ashkénazes, est-ce que la prononciation ashkénaze est plus juste que la Sfarade ou pas? Je laisse ça aux experts. Il y a des discussions sur la prononciation ancienne pour ceux qui veulent dire que la prononciation séfarade est plus exacte puisqu'ils ont vécu dans les pays arabes, et ceux qui disent au contraire, les Ashkénazes ne parlant pas l'hébreu, ne vivant pas dans un monde qui parle une langue proche, ont plus gardé la prononciation originale de l'hébreu. En tout cas, les Yéménites ont la prononciation à eux qui fait des fois certains ont du mal à suivre la Tfila ou la Kriyat Torah quand ils vont dans une synagogue yéménite. Et maintenant, on va commencer à parler de Yéménites qui arrivent en Eretz Israël. On est encore avant les grandes aliotes. Là, on est maintenant au XVIIIe siècle avec Rabbi Shalom Mizrahi Sharabi. Lui, il arrive à Jérusalem comme jeune homme et il va étudier à la yeshiva de Rabbi Gdalia Chayoun, la yeshiva de Bethel, la yeshiva des Mekoubalim à Jérusalem. On la voit encore jusqu'aujourd'hui. C'était la yeshiva du Rav Getz, elle existe dans la vieille ville.
Et quand il arrive, il est trop jeune pour se faire accepter dans les Yeshiva des Mekoubalim, alors il se fait engager, il propose ses services comme homme à tout faire, jusqu'à ce que Rabbi Gedalia Chayoun voit la grandeur de ce jeune yéménite, et finalement, ce sera lui qui succédera à Rabbi Gedalia Chayoun comme directeur de la Yeshiva des Mekoubalim de Jérusalem. Un personnage, je retourne un petit peu en arrière dans le temps, qui est arrivé à Jérusalem, qui arrive du Yémen, s'appelle Rabbi Shlomo Adani. Rabbi Shlomo Adani a écrit un livre très intéressant, s'appelle le Melechet Shlomo, qui est un commentaire de la Mishnah. Il va arriver à Jérusalem, il a vécu à Hebron, il est enterré à Hebron, on peut voir sa tombe dans la photo qui est à gauche, c'est le cimetière des Chachamim de Hebron. Il y a à Hebron, dans le vieux cimetière, il y a un plot de tous les Gdolim, tous les géants du peuple juif qui sont enterrés à Hebron, Rabbi Chizkiyahu Medini, Rabbi Shlomo Adani et d'autres, Rabbi Tzal Ashkenazi. Et Rabbi Shlomo Adani arrive avec son père, sa mère est décédée avant d'arriver, son père aussi va mourir, il va être élevé par Rabbi Yoshua, qui l'élève et qui lui enseigne la Torah. Et quand il va écrire son commentaire sur la Mishnah, il va d'abord remercier bien sûr cette famille d'accueil qu'il a élevée quand il était orphelin à Jérusalem, mais surtout il va écrire la chose suivante. Alors regardez avec moi les lignes que j'ai soulignées, c'est l'introduction au Melechet Shlomo. Donc ceux qui ont les Mishnayot, Aïn Aleph Perushim, les Mishnayot avec 71 Perushim, en plus de Bartinoro et de Tosot Yom Tov, vous avez le Melechet Shlomo, et il dit la chose suivante. Mi bet avi abba, hanizkar shehayu me'aret emani, donc de mon aïeul qui venait, comme dit, du Yémen, Mekubalne ki migalut arishona niglenu. Nous avons une tradition que nous sommes partis en exil au premier exil, l'exil de Babylone. Nous ne sommes pas, la galoute du Yémen n'est pas une galoute à la suite des Romains qui détruisent le temple et qui exileront, mais plus tard les Byzantins qui exileront le peuple d'Israël. Nous sommes déjà partis à la première galoute, au galoute Babel. Et ce verset qui dit que le roi de Babylonie, le roi d'Assyrie a déporté les 10 tribus d'Israël de l'autre côté de Halach, Havor, vers la Vadès, c'est aussi pour le Yémen. ועוד קיבלנו כי אנו מן הכת ששלח להם עזרא לעלות בבניין בית שני, ויתנו כתף סוררת ויקללם להיות כל ימיהם בעוני. Et aussi, quand Ezra a ramené le peuple juif Shivat Sion pour reconstruire le second temple, il a envoyé des lettres dans différentes communautés du monde que le moment du retour est arrivé, et les Juifs du Yémen ont refusé de rentrer, et Ezra les a maudits, et qu'ils seraient toujours dans la pauvreté. Ou ba'avanot nitkayem banu bota galut oni Torah oni mamon et tifara. Et cette malédiction s'est accomplie, mais pleinement, et nous sommes dans un grand problème, une grande pauvreté matérielle et aussi spirituelle. Donc il y avait cette tradition yémen qui vient du Galut Beit Rishon, encore pas du Galut Beit Sheni, pas Nebuchadnezzar, mais la Galut des 10 tribus, pardon, et qu'ils ont refusé de rentrer avec Ezra. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'on retrouve cette tradition aussi dans d'autres pays, et aussi à Mayence en Allemagne, mais je ne vais pas rentrer maintenant. Alors, on arrive maintenant au 19e siècle. On est au 19e siècle, et l'année est 1881. Les Juifs du Yémen vont commencer à penser à l'IA. Pourquoi les Juifs du Yémen pensent à l'IA? Exactement pour la même raison que les Juifs de Russie à la même époque pensent à l'IA. Il y a deux courants. Il y a les problèmes, les pogroms en Europe de l'Est, et la pensée messianique de Chove Tzion, animée d'abord par l'idée qu'avait donnée le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov avant lui, le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna, les deux ont encouragé leurs élèves en leur disant que c'est la fin de la galoute, il faut rentrer en Eretz Israël. En plus, il ne fait pas bon vivre en Russie ou en Roumanie ou en Pologne, et donc les Juifs prennent le chemin, et c'est ce qu'on appelait la première alia sioniste. Je rappelle que la première alia, les Juifs remontent viennent depuis toujours,
Et le sionisme n'a pas encore commencé. En 1881, Herzl écrira son manifeste en 1897. Mais c'est ce qu'on appelle la première aliyah sioniste qui arrive en 1882, Tafresh Membet, et qui construit Zichron Yaakov et Rishon LeZion. Et c'est la même année qu'arrive la première aliyah yéménite. Alors ils arrivent de nouveau pour les mêmes raisons. Au Yémen, il y a des xérot, il y a des décrets terribles. Quand le décret le plus dur est Xerat Hayotomim, le décret des orphelins. C'est-à-dire que les musulmans ont décidé, ils ont une tradition, que chaque enfant qui naît dans la vraie religion. Et la vraie religion, c'est l'islam. Maintenant, les parents peuvent influencer l'enfant et le dévoyer de la vraie religion. Donc, les parents juifs vont prendre un enfant qui est né musulman et lui tourner la tête pour qu'il devienne juif. Les parents chrétiens vont prendre un enfant né musulman, lui tourner la tête pour qu'il devienne chrétien. Mais si jamais cet enfant perd ses parents, alors il devient pupille de l'État, il va être élevé dans la religion où il est né, dans l'islam. Et donc, les Juifs ont un grand problème, il y a beaucoup de décès, les conditions de vie sont terribles, les conditions sanitaires, ils sont très pauvres, donc mauvaise alimentation, il n'y a pas de médecin, c'est un judaïsme qui vit dans des villages reculés, il n'y a pas de médecin, il y a une médecine traditionnelle avec des plantes, mais ça ne sauve pas toujours tout le monde. Beaucoup de gens ne sont pas sauvés. Et il y a beaucoup d'orphelins au Yémen. Et ces orphelins sont recueillis pour être élevés comme musulmans. Alors les Juifs essayent de les cacher. Une chose qu'ils font au Yémen, c'est les marier très jeunes, parce qu'un enfant qui est marié alors, ne va plus être repris par les musulmans. Mais il y a ces xérotes, ces décrets. Il y a d'autres décrets. Par exemple, en 1872, si je ne me trompe pas, c'est le moment où les Turcs reprennent les hauts plateaux du Yémen et décident que l'alimentation de leurs troupes va être aux frais de l'habitant. C'est ce qui se passe souvent. Et donc, ils doivent fournir du blé, de la farine pour le pain pour les soldats. Or, à l'époque, il n'y a pas de moulin au Yémen. Chacun mousse sa farine avec un moulin à la main dans la maison. Alors, c'est déjà un boulot fatigant, éreintant pour la famille. Si en plus, il faut des grandes quantités pour la soldatesque turque, ça devient déjà très, très dur. Et la situation est très, très dure. Donc, ça rappelle un peu ce qui se passe en Europe de l'Est avec les pogroms. Et d'un autre côté, le côté messianique, puisque dans le Shir HaShirim, il est marqué « Et Amarti ele betamar ochaza besansinav », c'est un verset du Shir HaShirim, le 7e chapitre, « Je montrais sur le palmier ». Mais si vous prenez le mot betamar sur le palmier et que vous inversez les lettres, ça donne Taf Resh Membet. Taf Resh Membet, c'est l'année hébraïque 1880, qui est l'année non hébraïque 1882. Donc les Yéménites ont cette tradition qui se trouve aussi chez le Gaon de Vilna. Et elle est Betamar. Je montrais en Israël Betamar 1882 et le moment de la Géoula, le moment de la Aliyah où on revient en Eretz Israël. Donc d'un côté, le motif des décrets anti-juifs, de l'autre côté, le motif messianique, et en plus, le Yémen, qui est très arriéré, n'a pas encore l'Internet, le WhatsApp, tout ça ne fonctionne pas au Yémen, même la radio et le télégraphe n'y sont pas encore, et en fait, les nouvelles arrivent dans les montagnes, dans les villages reculés, par des rumeurs qui circulent, et une rumeur a annoncé, a fait savoir, que le baron de Rothschild a acheté des terres du pays d'Israël pour les offrir aux Juifs qui peuvent avoir chacun un lopin de terre et travailler le terre d'Israël. Donc, vous comprenez que bon, ça c'est une rumeur qui est apparemment altérée puisque le baron de Rothschild ne commencera son œuvre qu'en 83. Mais il y a eu avant lui déjà Laurence Oliphant, il y a eu Moshe Montefiore qui est venu. Tout ça un petit peu, c'est pas très clair, mais on comprend qu'il y a un intérêt de l'Eretz Israël, qu'il y a des gens qui rachètent la terre de l'Eretz Israël pour les Juifs. Moshe Montefiore avait racheté des terrains, c'est vrai. Laurence Oliphant n'a pas racheté, mais il a voulu en racheter, c'est vrai aussi. Donc toutes ces rumeurs font que les Juifs pensent qu'il y a quelque chose à faire en Israël et prennent le chemin d'Eretz Israël. Au début, ça part avec quelques familles. Les premiers vont être 2 familles, après il y aura 5 familles, mais il y aura un mouvement qui sera parallèle à la première aliyah sioniste, d'une première aliyah, l'aliyah yéménite, on va appeler Aliyat et Ele Betamar, puisque c'était le mot de ralliement, et Ele Betamar, je partirai, je monterai en Israël, Betamar en 1882. Alors, parmi ces Yéménites qui arrive un rabbin, Rabbi Shalom El-Sher, qui sera plus tard le Rav Rashi
des Juifs yéménites à Jérusalem, et lui, il a écrit ses mémoires. Et dans ses mémoires de voyage, il écrit, oui, je l'ai mis en jaune, qui est Rothschild, Kana Harbe Mekomot Beret Israël, וכי הרשות נתונה מאת המלך ליהודים אשר בכל תפוצת העולם לבוא ולהתיישב בארץ ישראל. Donc il y a des rumeurs au Yémen que Rothschild a acheté des terrains et que le pouvoir turc permet aux Juifs de tous les pays de revenir. Donc les freins à l'Alia, il n'y a plus de freins puisque on peut revenir et on arrive en Israël, on aura un terrain, on pourra cultiver la terre, c'est formidable. Et les premiers convois de Juifs, les premières caravanes de Juifs vont prendre la route vers Eretz Israël. Une route qui n'est pas du tout facile. Une partie vont aller par la voie de terre, mais la voie la plus facile, c'est d'aller par le port d'Aden, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez une photo du port d'Aden, je n'ai pas de photo de 1880, c'est une photo de 1920, des bateaux dans le port d'Aden au Yémen, qui à l'époque, comme je l'ai dit, est sous contrôle britannique. Et pourquoi c'est important? Parce que ces Juifs qui arrivent à Aden, les premiers vont pouvoir monter sur des bateaux, remonter la mer Rouge, traverser le canal de Suez. Alexandrie changeront de bateau et prendront un bateau pour Yafo, et de Yafo, ils iront à pied à Jérusalem. Ça, c'est les premiers. Mais très vite, les Yéménites vont mettre un frein à cette alia. Les Yéménites vont empêcher l'alia. Pour les Juifs yéménites, on est attendu en Eretz Israël, on va recevoir des terrains, c'est formidable, mais les Yéménites ne sont pas contents. Pourquoi ils ne sont pas contents? Alors regardez à droite, c'est nouveau dans les mémoire du Rav Alcher, dont j'ai parlé juste il y a un instant. Si le gouvernement permet aux Juifs de quitter le Yémen, le pays sera détruit. Les Juifs ont des métiers et du commerce que personne d'autre ne peut les remplacer. Et si on perd nos Juifs, le pays va péricliter. Alors c'est vrai. Presque tout le commerce au Yémen est aux mains des Juifs. Les Juifs sont artisans, alors que les Yéménites sont agriculteurs, les Juifs sont artisans. Donc tous les métiers artisanaux, presque tous les métiers artisanaux sont aux mains des Juifs, en plus du commerce, et en plus quelque chose qu'ils ne disent pas, ils ne vont pas le dire quand même, c'est que le Juif est taillable et corvéable à merci. Donc tous les métiers qu'on ne veut pas faire, de vider les fosses sanitaires ou vider les ordures, etc., c'est imposé aux Juifs. Donc s'il n'y a plus de Juifs, qui va faire ces métiers qu'aucun musulman qui se respecte ne voudrait faire? Et donc les Yéménites demandent au pouvoir yéménite d'interdire aux Juifs de quitter le pays. Et le gouvernement va accepter. Et donc, il y a une fermeture des ports et le gouvernement ne permet pas aux Juifs de partir par les ports. C'est pour ça que le port d'Aden était important, parce que le port d'Aden n'est pas un port yéménite. Alors, c'est important parce que les Yéménites vont bloquer l'accès au port d'Aden. Les Juifs ne pourront pas aller au port d'Aden, mais ceux qui arrivent à passer la frontière pour arriver dans cette colonie de Aden peuvent essayer de trouver un bateau et arriver vers Eretz Israël. Donc, il y a d'abord le problème que les Yéménites ne veulent pas laisser partir les Juifs. Le deuxième problème, c'est le voyage en lui-même. C'est une époque où il y a beaucoup d'épidémies de choléra. Et dans l'image, vous voyez là, le Malach HaMaouet qui, sur les bateaux, fait rage sur les bateaux. Et quand ils arrivent vers des ports, alors il y a le Board of Health, il y a le comité sanitaire là, qui les met en quarantaine. Et on a des témoignages, de nouveau à droite, j'ai le témoignage du Rav Alcher, je ne vais pas le lire maintenant, mais il raconte qu'il y a des groupes de Olim du Yémen qui ont fait 3 quarantaines. Une quarantaine, c'est 45 jours. Donc 3 quarantaines, c'est 125 jours de coincés. Et ce qui se passe, c'est que quand ils sont coincés sur le bateau, ils ne peuvent pas rentrer dans le port à cause de la quarantaine, de quoi ils vont vivre? Et donc, le peu d'argent qu'ils ont pu emmener avec eux, ils vont le manger dans les 11 mois que va durer leur périple. Il y a des Juifs du Yémen qui sont venus en 1 mois ou 1 mois et demi. Certains sont venus en 11 mois. Et quand ils arrivent, le peu qu'ils ont emmené avec eux, leur pécule est déjà complètement tari. Et ils ont dû acheter de la nourriture sur le bateau, dans les ports, quand ils étaient en quarantaine, dans des ports, dans des zones fermées du port. Ils ont dû acheter et ils n'ont plus d'argent pour continuer le voyage, pour vivre en Israël quand ils vont arriver. Donc ils arrivent sans rien. Ils arrivent sans rien et ils arrivent dans une Jérusalem, parce que leur but c'est Jérusalem bien sûr,
Ils arrivent à Yafo, de Yafo, ils vont à pied à Jérusalem, et ils arrivent dans une ville qui vit de la Chalouka. Je rappelle qu'en 1882, 81 pour les premiers, c'est la fin 81, début 82, les Juifs de Jérusalem vivent de la Chalouka. Donc il y a Tzidkat Rabbi Meir Balanès, il y a la Koupat Rabbi Meir Balanès, il y a Pkidim Markalim de Amsterdam qui ramassent pour les Ashkenazim, et avec ces deniers ramassés dans la galoute par les communautés, les Juifs de Jérusalem vivotent, la communauté Sfarad et la communauté Ashkenaz. Alors arrivent ces Yéménites qui n'ont pas d'argent. Bien sûr, qui veut partager avec eux un argent qui ne suffit déjà pas aux locaux? Alors non seulement ces Juifs n'arrivent sans rien, il faut partager avec eux ce qu'on n'a pas, mais en plus ces Juifs, est-ce que c'est vraiment des Juifs? Ils sont bronzés, ils sont maigres, ils sont sales. Est-ce qu'ils sont Juifs? Alors regarde de nouveau les mémoires du Rav Shalom Alcher. Im kol ze lo yu mashlimim mehem le minyan, asara le kadish vekdusha. D'abord, ils sont repoussants. Repoussants à cause de la pauvreté. Ils n'ont pas d'argent, leurs habits sont usés par le voyage. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de douche pour se laver. Donc, ils ne sont pas propres, mais ils sont surtout, est-ce qu'ils sont juifs? Et donc, on ne les compte pas dans le minyan. Et donc, dans un premier stade, ces juifs qui arrivent, on leur donne 3 jours, les 3 premiers jours, ils arrivent juste, il y a un groupe qui arrive avant Rosh Hashanah, on leur donne les 3 jours de Rosh Hashanah à dormir sur les bancs dans le Beit Knesset à Chourva, à Jérusalem. Mais très vite, trouvez-vous où dormir, pas chez nous. Et il y a aussi à Jérusalem à l'époque une pénurie d'appartements. Il n'y a pas où habiter à Jérusalem. Et donc, où vont habiter ces Yéménites qui n'ont pas d'argent et n'ont pas où se loger? Ben, ils vont arriver au Har HaZeitim. Pourquoi au Har HaZeitim, au Mont des Oliviers? Parce que le Mont des Oliviers, c'est la nécropole de Jérusalem antique. À l'époque du Second Temple, on enterrait dans des grottes funéraires sur le Har HaZeitim. Vous voyez ici une photo, c'est le Har HaZeitim, pas comme ça aujourd'hui, mais c'était comme ça il y a 150 ans. Vous voyez des grottes funéraires et des grottes naturelles et d'autres aménagées. Et c'est dans ces grottes que les Yéménites vont s'installer comme troglodytes pour se protéger des intempéries, du soleil ou de la pluie dans les grottes du Har HaZeitim. À la même époque, sont arrivés un groupe d'Américains, des Américains chrétiens, presbytériens, qui ont créé la Moshava Americaite, donc la American Colony, colonie américaine. Je ne vais pas rentrer en détail, c'est une histoire incroyable en soi-même, elle veut être racontée. En tout cas, ces Américains, la famille Sapford, a construit un hôtel, l'American Colony Hotel, qui existe jusqu'aujourd'hui. C'est l'hôtel des invités, des journalistes et autres à Jérusalem-Est, donc ceux qui ne veulent pas, qui veulent être les invités de l'autorité palestinienne en général se retrouvent au American Colony Hotel à Jérusalem, et là-bas, ces gens-là, leur hôtel n'est pas plein, ils invitent les Yéménites à être hébergés chez eux à l'hôtel. Du coup, les Juifs de Jérusalem se réveillent. Alors, à l'instant, s'ils vont chez les chrétiens, peut-être qu'ils vont être convertis, c'est peut-être quand même des Juifs, il faut qu'on aide ces gens-là. Et alors, les Juifs de Jérusalem se réveillent et essayent de trouver comment aider ces Juifs de Yémen. Et alors, on va ramasser de l'argent et on va créer sur le village, sur le mont Olivier, on va construire le premier village Kfar Atemanim. On crée une société qui s'appelle Ezrat Nidachim. Celui qui l'a créé, c'est quelqu'un qui s'appelle Eliezer Frumkin. Fait partie de l'Aliyah des Chassidim. Il a un journal, Hachavat Tzelet. Dans son journal, il fait des articles sur ces pauvres gens qu'il faut à tout prix les aider. Et finalement, il rassemble de l'argent et il construit 60 maisons sur le mont Olivier. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez du mal à reconnaître. Tout à l'heure, on verra le mont Olivier aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le village de Silouane, où les maisons sont les unes sur les autres. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Et ceux qui se sont installés au Chiloir, ce n'était pas un village arabe, c'était un village yéménite. Donc le village yéménite, vous voyez les maisons, des maisons très simples, elles ont 2 pièces, une pièce extérieure avec des fenêtres, une pièce intérieure sans fenêtre qui sert juste pour dormir, et bien sûr un Beth Knesset, un mikvé, le village de Kfar HaShiloach. Israël Dov Frumkin, excusez-moi l'erreur, Israël Dov Frumkin ne s'arrête pas là, et avec l'argent ramassé, il va encore faire 2 autres projets. Un projet, c'est ce qu'on appelle Baté Goral, qui se trouve dans les Nachlaot. Ceux qui sont promenés avec moi il y a 2 semaines, on avait été à Nachlaot, au Baté Goral. Et ils vont construire 13 maisons dans les Nachlaot, un quartier qui s'appelle Baté Goral, les maisons tirées au sort, parce qu'on tirait au sort, et les familles recevaient les maisons pour 2 ans, et après il fallait qu'elles quittent
qu'elle se trouve un autre gîte, et c'était donné à de nouveaux immigrants. C'est d'ailleurs la même chose au Shiloah. Les maisons du Shiloah sont données aux Yéménites pour 3 ans. Ils ont 3 ans pour s'intégrer. Après, il faut qu'ils se trouvent du boulot, qu'il faut qu'ils se trouvent où se loger, et donner les maisons à d'autres Yéménites qui arrivent. Donc, on a une soixantaine de maisons, 65 maisons au Kfar HaShiloach, on a 13 maisons au Nachlaot, et il y a une troisième tentative qui est faite, qui s'appelle Nachalat Israël Rama. On achète des terrains à Nebi Samuel, là aussi on en a parlé, ceux qui étaient avec moi à Nebi Samuel. On achète des terrains pour permettre aux Yéménites non seulement d'habiter, mais de travailler la terre. On essaie de faire un village agricole à Nebi Samuel, mais là ça va flopper. Ils vont commencer, mais cet endroit ne va pas réussir, et au bout d'1 an, ce sera abandonné. Donc il nous reste le Kfar HaShiloach, il nous reste Baté Goral. L'essai de faire une itnachalout, de faire un village agricole à Nebi Samuel va échouer. Une partie de ces Yéménites vont se trouver à se faire employer dans les Moshavot, puisque j'expliquais, tout à l'heure j'ai parlé que 1882, c'est la première aliyah sioniste, c'est Zechon Yaakov, c'est Rishon LeZion, c'est des Juifs qui sont venus de Roumanie et d'autres lieux d'Europe de l'Est, qui sont venus avec un petit pécule, qui ont acheté un terrain, ils ont finalement fait faillite, le baron de Rothschild va les aider, mais ces gens-là ont besoin d'ouvriers agricoles. Il faut, à l'époque de la cueillette, à l'époque de plantation, c'est des ouvriers saisonniers dans l'agriculture, c'est classique, et ils prennent des Arabes. Mais pour eux, un Yéménite, c'est mieux. C'est dur à dire, j'ai du mal à dire. Pour eux, c'est des Arabes, mais qui sont juifs. Donc, ils ont plus confiance, mais d'un autre côté, ils les payent très peu et ils les considèrent très mal. Il y a vraiment un fossé culturel, et la klita n'est pas facile entre les olim ashkenaz et ces poalim, ces ouvriers journaliers, vous voyez ces yéménites là qui travaillent dans les orangeries, dans la photo de droite. Les Yéménites vont créer un quartier d'habitation à côté de Yafo. Plus tard, ce sera Tel Aviv. À l'époque, c'est encore Yafo. C'est en 1906. C'est un quartier que vous connaissez peut-être à Tel Aviv, s'appelle Kerem Atemanim. Aujourd'hui, vous y allez. C'est un quartier avec beaucoup de restaurants, des restaurants yéménites d'ailleurs. Vous pouvez manger les spécialités yéménites. On en parlera plus tard. Et ça s'appelle Kerem Atemanim parce que beaucoup de Yéménites ont acheté des terrains dans ce quartier. Et certains disent que ça s'appelait Keren au début, pas Kerem Atemanim, mais Kerem Atemani, parce que les propriétaires du terrain, Aaron Shlouch et ses associés, avaient engagé un Yéménite pour garder le terrain à l'époque. Donc c'était Kerem Atemani, le Kerem, le vignoble gardé par le Yéménite. Que ce soit à cause du gardien yéménite ou à cause des Yéménites qui ont acheté le terrain, on a un quartier à Tel Aviv qui a été créé par les Yéménites, le quartier Kerem Atemani. Parmi les figures de cette première aliyah yéménite, on trouve Marie Abraham El Nadaf. L'importance de ce Rav, c'est qu'au début, finalement, quand les Yéménites vont être acceptés par l'establishment juif, ils vont être reconnus comme juifs officiels, ils ont des Talmidei Chachamim, etc., ils vont être affiliés à la Kéla Sfaradite. Mais la Kéla Sfaradite les voit de nouveau, les voit de haut, et donc le Rav El Nadaf va aller chez les Turcs pour demander l'autorisation d'ouvrir une nouvelle communauté juive, parce qu'il n'y a que le pouvoir turc qui peut permettre à une nouvelle communauté religieuse de s'installer. Et j'ai mis à côté une photo du Rav David Ben Shimon, Tzouf Dvash, qui avait fait exactement la même chose 40 ans avant pour les Marocains. C'est-à-dire que les Juifs du Maghreb aussi, les Juifs du Maghreb d'Afrique du Nord sont arrivés à Jérusalem avec Rabbi David Ben Shimon. Ils sont automatiquement affiliés au judaïsme séfarade de Jérusalem, mais le judaïsme séfarade, c'est un judaïsme qui a les minagim de Bavel, les minagim orientaux. Eux disent, on n'est pas des orientaux, on est des occidentaux, on est des maghrébins. Le Maghreb, le Maharab, c'est à l'ouest. Et donc, le Rabbi David Ben Shimon avait demandé aux Turcs de créer une communauté autonome, il avait reçu la permission. Et donc, à Jérusalem, on aura déjà 4 communautés juives, Sepharad, Ashkenaz, Maharavim et maintenant Temanim. On va continuer encore un petit peu.
je suis un peu en retard. Je veux parler du Rav Yechia Tsarom, qui est aussi venu dans cette Aliyah Ele Betamar, et parce que lui s'oppose à quitter la Eda Sfaradite. Il essaye de rester dans l'Eda Sfaradite, et d'ailleurs, son neveu, lui, va être d'abord un rabbin qui est très important, et parmi ses élèves, on trouve le Rav Ben Sion Meir Chayouziel, qui était après Rishon LeZion et grand rabbin de l'État d'Israël. Et ce Rav Tsarom a un petit neveu qui s'appelle Shalom Chaim Tsarom, de nouveau dans les Nachlaot, dans la côté de Mishkanot, il y a la plaque devant sa maison. On en avait parlé, ceux qui sont promenés avec moi à Nachlaot, parce que sur la plaque où il habite, dans la maison où il habitait dans Nachlaot, il y a marqué qu'il s'est marié avec une jeune fille qui s'appelait Léa, où c'est marqué pardon, Rivka le Bet Lévi, et Rivka le Bet Lévi, elle était maghrébine, elle était de Hebron, et Nisoué Bnei Edot Shonot Ayou Chazon Nadir Botam Yamim, c'était très rare de voir des Nisouim, des mariages entre les différentes communautés juives à l'époque, et donc c'est le premier mariage enregistré, entre un juif yéménite et un juif de la communauté maghrébine. À la même époque, on aura aussi le mariage de Itamar Ben Avi, le fils de Eliezer Ben Yehuda, celui qui a écrit le Bilon, le dictionnaire de la langue hébraïque moderne, Itamar Ben Avi, qui s'est marié avec Léa Boushdid. On aura Yoshua Yelin, qui est en bas, qui est marié aussi avec une fille sassone irakienne. Donc c'est le début de Ichud Galouyot, pas seulement de revenir en Israël et chacun pour soi, mais de revenir et commencer à se marier entre les différentes édotes, les différentes communautés juives en Eretz Israël. Alors ça nous rappelle effectivement ce qui se passe chez Goscinny en Gaule. Bon, mais je rappelle que Goscinny, ses origines, alors voilà, on est dans le village gaulois, tout le monde tape sur tout le monde, et à la fin on fait un grand banquet. Alors ça a été un peu la même chose, au début chaque communauté pour soi, en se mettant les bâtons dans les pieds, et en essayant chacun de tirer la couverture vers lui. Et ça a pris un certain temps qu'on arrive à faire ce banquet où aujourd'hui les Edot se marient ensemble et sont acceptés chacun dans sa diversité. D'ailleurs, si vous regardez les Gaulois de Goscinny, on peut peut-être le voir sur la couverture, ils ont bien sûr les Simonim, comme les Yéménites. C'est évident que ce sont comme les Juifs, on se bat et après on se réconcilie. Voilà les origines juives de nos ancêtres les Gaulois. Revenons à des choses plus sérieuses. Jusqu'à présent, donc, on a parlé de la Aliyah yéménite qui arrive en parallèle avec la première Aliyah sioniste, l'Aliyah des Moshavot, l'Aliyah qui a créé, comme je dis, Zichron Yaakov, Rishon LeZion, Ziona, Rosh Pina, Metula et encore beaucoup d'autres. À partir de 1904, on commence dans l'histoire sioniste la deuxième Aliyah. La deuxième Aliyah, c'est l'Aliyah des pionniers socialistes qui vont créer les kibbutzim. C'est les Ben Gurion, Ben Tzvi et compagnie. Et déjà, il y a le mouvement sioniste qui est actif en Israël. Il y a un bureau exécutif de l'exécutif sioniste qui s'appelle le Misrad Eretz Israëli, le bureau d'Eretz Israël, qui est à Yafo et dirigé par le docteur Arthur Rupin. Et il y a un propriétaire terrien qui a de grandes orangeries près de Yafo, surtout à Rehovot, mais pas seulement, il s'appelle Aaron Eisenberg, et qui propose, et si on amenait des ouvriers agricoles des Yéménites. Vous vous rappelez, d'ailleurs, j'ai dit qu'il y avait des Juifs Yéménites qui sont fait engager dans les Moshavot, dans les colonies agricoles. Maintenant, on veut les faire venir comme ouvriers naturels. C'est des ouvriers qui ne demandent pas grand-chose, et on pense que c'est très colonialiste comme façon de penser, de faire venir ces Yéménites comme main-d'œuvre de seconde zone, des gens de seconde zone. Pour cela, il faut envoyer un émissaire au Yémen pour les chercher, et on choisit un jeune homme du kibbutz, la kivutza, à l'époque on appelle ça kivutzat Kinneret. Ce monsieur s'appelle Shmuel Yavnieli, à l'époque il ne s'appelle pas encore Yavnieli, il s'appelle encore Barchavski, plus tard il s'appellera Yavnieli, et lui c'est un idéaliste donc de la seconde vague. On le voit avec Noach Naftulski, donc les figures emblématiques de l'Aliyah socialiste, de la seconde Aliyah. Et Shmuel Yavnieli va aller au Yémen chercher les Juifs du Yémen, leur dire venez en Israël,
la terre n'attend que vous, revenez au travail de la terre, avec tous les idéaux socialistes de cette vague de Aliyah qui veut régénérer l'homme juif. On va prendre ces juifs de pays arabes et on va les ramener au travail de la terre. Je rappelle qu'au Yémen, les juifs n'étaient pas travailleurs de la terre. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de pays chauds, mais c'est des orfèvres, c'est des artisans, ils ont les broderies yéménites, l'orfèvrerie yéménite, et il y avait parmi eux des cordonniers, des tailleurs, mais il n'y a pas d'agriculteurs. Ça va être très dur. Alors, voilà, au Yémen, la mission, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le même garçon que vous avez vu sur la photo d'avant. Ce monsieur qui est à droite, qui s'appelle Shmuel Yavnieli, c'est lui que vous voyez au centre de la photo de gauche. Vous voyez que pour pouvoir aller convaincre les Juifs du Yémen, il a dû se déguiser un petit peu. On lui a dit, ça ne marchera pas si tu arrives en tant que chaloutz. Au Yémen, ce sont des gens très religieux, très traditionnalistes. Il faut que tu aies l'air un petit peu d'avoir un air juif. Quoi. Il faut que tu aies une barbe, il faut que tu aies des synonymes. Si tu viens rasé et habillé en cosaque, tu ne vas pas convaincre, tu convaincras aucun juif de venir en Israël. Et donc, Shmuel Yavnieli se déguise en yéménite. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'à l'époque, le gouvernement turc voit d'un très mauvais œil l'arrivée des pionniers juifs. Et donc, aussi comme couverture, Shmuel Yavnieli ne va pas officiellement chercher des juifs pour les amener en Palestine. Officiellement, il est envoyé, mandaté par les rabbins de Jérusalem qui veulent enquêter sur cette communauté juive, connaître leurs coutumes. Par exemple, les Yéménites sont polygames. Donc, comprendre les différentes coutumes des juifs yéménites, en quoi ils ont les coutumes juives classiques, en quoi ils sont différents. Donc, il recevra aussi une lettre du Rav Kook qui donnera des questions à poser sur les yéménites. C'est une couverture et une façon de se faire accepter par la communauté yéménite quand il va venir leur proposer de venir en Eretz Israël. Alors, il va leur proposer de venir, et ils vont venir. Donc, une partie vont être employés dans les moshavot de la Aliyah Rishona, donc dans les moshavot qu'on a parlé tout à l'heure, mais une partie vont arriver travailler aussi dans les kvutzot. Et la kvutza de Kinneret, donc le kibbutz de Kinneret, dont vient Shmuel Yavnieli, va recevoir un groupe de Yéménites qui vont s'installer. Ceux qui connaissent la kvutza de Kinneret au bord du lac, il y a là-bas le Bet HaMotor, cette maison-là, c'était le Bet HaMotor. Là-bas, il y avait les pompes qui pompaient l'eau du Yarden, du Jourdain, et pour irriguer les champs de Kinneret. Donc, on voit des Yéménites qui travaillent dans les champs, et eux habitent dans cette maison. On ne leur a pas proposé des maisons comme les maisons qu'ont les gens du kibbutz. On leur a dit, entassez-vous dans le Bet HaMotor. Ils s'entassent à plusieurs familles par chambre. D'ailleurs, même dans les moshavot aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, dans les moshavot, quand ils arrivent comme ouvriers, ce qu'on leur donne, c'est une partie de dorme à la Belle Étoile, où se construisent des cabanes en tôle et en ce qu'ils peuvent. Et certains, on leur met à disposition des étables ou des granges dont ils doivent d'ailleurs payer un loyer, mais ils ont des étables ou des granges, des fois sans fenêtre, où l'eau s'infiltre pendant l'hiver. Ils payent un loyer et ils sont plusieurs familles par chambre. Donc, vraiment très très mal considérés, très très mal reçus. À Kinneret, ça va être encore pire parce qu'ils sont dans ce bâtiment qui abrite les pompes. Et ça veut dire que non seulement ils sont à plusieurs familles dans quelques pièces, mais en plus il y a le boucan infernal de ces pompes qui pompent, ça fait du bruit. Et regardez ce que raconte le Rav Tsaïri, le Rav David Tsaïri, qui était rabbin, qui arrive du Yémen, qui est donc dans ce Bet HaMotor, dans cette maison de la pompe, écrit une lettre à Arthur Roupin, donc au Misra d'Eretz Israël, disant on n'en peut plus. Cette lettre, il l'écrit en 1923, et je vous la traduis. Voilà, ça fait 11 ans que j'ai quitté ma patrie, le Yémen, et que je suis venu en Eretz Israël. Donc il est venu en 1912. 1912, juste avant la Première Guerre mondiale. En 1923, il n'en peut plus. Et ici, j'habite à côté des pompes au haut de la Moshava Kinneret, et je souffre énormément. Les ânes que j'avais ont été volés par des bandits. Donc d'abord, j'ai des ânes, mais ils sont dehors, et la nuit, il y a les bédouins qui volent, on m'a volé mes ânes. Vegam ofot yefchar le gadel po. J'ai essayé d'élever de la volaille, mais je ne peux pas. Ya'an ashualim ochlim otam. Et les renards ont mangé mes poulets. Vegam balayla lo noach. La nuit, je ne peux pas dormir.
parce que la pompe fait un tel bruit que je n'arrive pas à dormir. Ou de temps en temps, on est malade de la malaria. Et je rappelle qu'à l'époque, il y a encore le problème de la malaria qui est très important dans la région. Et ça, c'est ma situation terrible dans cette maison, dans cette ruine dans laquelle j'habite. Et en passant, après toutes ces... Il y a encore un autre petit problème. Et dans cette maison, Nafla Biti Masula, ma fille est tombée de l'échelle et elle est morte parce qu'on ne peut pas habiter dans un endroit pareil. Donc vous comprenez que pour arriver au second étage, des fois il faut monter par une échelle et une de ses filles est tombée de l'échelle et est décédée. Et puisque vous avez besoin de l'aide des Yéménites, vous avez besoin des ouvriers yéménites, alors s'il vous plaît, donnez-nous des conditions de vie un petit peu meilleures. Alors ça c'est le cri du cœur des Yéménites dans la Hitiyashvut, qui sont tellement mal reçus, tellement mal logés, tellement mal nourris. Vous comprenez pourquoi ils les mettent au Beth Hamotor. Le Beth Hamotor, c'est loin du kibbutz Kinneret. C'est pas à côté, c'est pas dans le kibbutz. Ils veulent pas ces gens à côté d'eux. Ces gens-là, ils sont pas propres. Pourquoi ils sont pas propres? Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter des vêtements pour se laver. Ils n'ont pas d'argent pour se payer des médecins. Donc ils tombent malades. Donc ils sont encore plus malades. Les Chaloutzim sont malades de la malaria et de toutes les maladies avec des médecins. Et les Yéménites, sans médecin. Alors finalement, le Misra d'Eretz Israël va les reloger. Il y aura 2 villages à côté de Rehovot, un qui s'appelle Sha'araim, l'autre qui s'appelle Marmorek. Aujourd'hui, ce sont des quartiers de Rehovot. Et voyons ce que j'ai marqué en bas, dans les 3 possibilités qui ont été offertes à ces Yéménites de Kinneret, les Yéménites ont choisi de se déplacer à Marmorek, le premier village yéménite en Israël. Maintenant, ça a été traumatisant. Ce n'est pas qu'ils sont allés à Marmorek. D'un côté, ils se sont plaints des conditions de vie qu'ils avaient à Kinneret, et d'un autre côté, ils ont été chassés de Kinneret. À un certain moment, les gens de Kinneret ne les veulent plus. Par exemple, il y a beaucoup de Yéménites qui sont morts de la malaria ou de différentes maladies, ou la fille de Rav Tsaïri, ils ne les enterrent pas dans le cimetière de Kinneret. Il y a un coin en dehors du cimetière, aujourd'hui c'est dans le cimetière de Kinneret, mais à l'époque, c'est un coin en dehors qui est le coin des Yéménites. C'est vraiment séparé de la communauté des Chaloutzim. Donc, si on parle des problèmes de l'Aliyah aujourd'hui, regardez l'Aliyah des Yéménites quand ils sont venus, la première Aliyah qui se heurte au problème que les Yéménites ne veulent pas les laisser partir, au Yémen on ne veut pas les laisser partir. Après, le voyage est problématique, beaucoup meurent en route, certains sont en quarantaine pendant des semaines et des mois sur la route. Ils arrivent à Jérusalem, ils ne sont pas acceptés, ils vont vivre en troglodytes dans des grottes. Après, ils vont être logés dans des taudis, employés, sous-payés dans les moshavot, sous-payés dans les kibbutzim, non intégrés à la communauté du kibbutz, jusqu'à créer des villages autonomes pour les Yéménites. Le Rav Kook va un peu aider, essayer de rentrer dans ce problème, essayer de les aider. Regardez cette lettre qui date donc de 1912. Marc-Réjean Tarag, c'est en 1912. J'ai reçu une lettre de Rehovot où il est écrit que les terrains que nous avons décidé de donner aux Yéménites, maintenant ils veulent les utiliser pour construire pour les Poalim Ashkenaz. Alors le Rav Kook dit non, pas question, Rag be Poalim Temanim, c'est ce qu'on avait décidé ensemble. Vous voyez que la lettre est écrite à l'Irvod à Misra d'Eretz Israël. C'est une lettre qu'il envoie à Arthur Rupin. On avait décidé de donner des terrains constructibles pour les Yéménites. Tout à coup, on décide que non, on voudrait peut-être donner quand même à des Ashkénazes. Et le Rav Kook va dire pas question. L'accord était pour les Yéménites et vous avez donné ces terrains aux Yéménites. À gauche, il y a une question qui lui est posée sur la polygamie, puisque les Yéménites sont polygames. Est-ce qu'ils ont le droit j'ai plus de temps, là, l'heure est en train de finir. Je vais encore parler de 2 choses. Une chose qui est très connue en Israël, le fait, ce qu'on appelle Pulmus Hashmita, la discussion sur la Shemitah, comment faire la Shemitah, donc la 7e année, l'année sabbatique, on n'a pas le droit de travailler la terre. Et comme vous le savez, le Rav Kook avait fait un Heter Mechira, c'est-à-dire pas lui qui a inventé ce Heter Mechira, c'est le Rav Elchanan Spector de Kovno, mais ça a été reconduit par le Rav Kook, et jusqu'aujourd'hui encore, on reconduit chaque 7 ans ce Heter Mechira, ce permis de vendre la terre d'Eretz Israël pour la 7e année pour permettre certains travaux. Tout n'est pas permis, mais ça permet de travailler la terre d'après certaines conditions.
Et quand le Rav Kook a reconduit ce Heter Mechira, cette façon de vendre la terre pendant l'année shabbatique, il a écrit une lettre de plusieurs pages, Igeret Takana, la lettre 555. Et si vous lisez cette lettre, là-bas il est marqué, il y a ce que j'ai mis en rouge, les rabbins avant moi avaient permis de vendre la terre l'année sabbatique à cause des problèmes qu'il y avait à leur époque. Mais maintenant, c'est encore bien pire. Pourquoi? Aujourd'hui, les terrains agricoles, les exploitants agricoles, que ce soit les gens de la première alia ou les gens de la seconde alia, emploient des ouvriers journaliers yéménites qui n'ont que leur travail de salariés journaliers. Donc, si on ne les emploie pas, ils vont carrément mourir de faim, mourir au sens propre. Ils vont mourir de faim. Et donc, on n'a pas le choix. Il faut trouver une solution comment travailler la terre pendant une Shemitah pour éviter la mort à ces gens-là. Donc, on en est à ce point-là, que ces gens-là vivent au jour le jour. Et si jamais l'année Shemitah, on ne travaille pas, ils vont mourir de faim. Et donc, le Rav Kook, c'est une des raisons qui a fait que le Rav Kook avait fait ce Heter Mechira. Il n'y a pas le choix. C'est une question de vie ou de mort. Vous le voyez à gauche, le Rav Kook qui visite une moshava dans le fameux voyage, on en a parlé dans une autre conférence, le voyage qu'il a fait à la rencontre des Chalutzim, et il a rencontré les Yéménites, il a vu la pauvreté, la précarité de la vie des Yéménites. Je voudrais finir par un petit film qui est en hébreu. C'est pas long, le film dure 45 minutes, j'ai pris un extrait de 3 minutes. Ceux qui comprennent, vous allez comprendre. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais après expliquer rapidement. Il s'agit de Yéménites. Vous voyez à droite un monsieur déjà âgé, qui est un Yéménite qui a été chassé de Kinneret. Donc c'est quelqu'un qui a vécu à Kinneret, qui a été chassé à Kinneret et qui s'est retrouvé à Marmorek près de Rehovot, et qui de temps en temps fait un pèlerinage au cimetière de Kinneret sur les tombes de sa famille qui sont mortes là-bas à Kinneret les années où ils étaient au kibbutz. À côté de lui, sa petite fille. Et sa petite fille va raconter qu'elle n'a jamais connu cette histoire. Les parents n'ont rien raconté. Ça nous rappelle peut-être des souvenirs d'une autre période très noire de l'histoire juive, où les gens qui sont sortis des camps n'ont pas raconté ce qui s'est passé dans les camps. Les Yéménites, de la même façon, n'ont pas raconté à leurs enfants. Ils n'ont pas voulu les traumatiser. Ils ont voulu oublier et permettre à leurs enfants de s'intégrer dans la société israélienne, ce qui va être une grande réussite. Et pour ça, ils ont gardé avec eux les douleurs et les souffrances qu'ils ont endurées. Alors, regardez ces quelques minutes, 3 minutes je crois que j'ai mis. כל פעם הסיפור הזה חוזר מחדש. אנחנו שנים באים לכאן, שנים באים לפה לכנרת ולקברים במיוחד, אבל לא ידענו מה עוצמת הכאב, במה טמון מאחורי הקברים האלה. עד לפני שנתיים לא ידענו, לפני 2-3. וזה עצוב כל פעם מחדש. למה לא ידעתם? אני לא יודעת איך להגיד את זה, אם בכעס או בגאווה. אני לא יודעת אם להגיד את זה, אם לכעוס על אבא ועל המשפחה בכלל, שלא סיפרו לנו את כל מה שקרה פה בכנרת, מה שהם עברו. פשוט הם הטמינו את זה, הצפינו את זה בתוכם, ולא סיפרו לנו דבר. מצד שני אני שמחה וגאה על ההתעלות נפש שלהם, שיכלו להמשיך את החיים הלאה, ולחנך אותנו בצורה כזו, של לדעת לקבל הכל באהבה, ולהסתפק במה שיש. ועל זה אני מודה להורים שלי, ולאבא שלי במיוחד. ששנים הם לא גידלו אותנו בכעס, אלא לאהוב, לאהוב ולאהוב. וככה אנחנו קיבלנו את זה. וזה קשה. עד שבמקרה, לפני שנתיים, כמעט 3 שנים, עשיתי פה טיול מטעם מכון אבשלום. וכשהמדריך התחיל לספר על האזור, על יבניאל, על דגניה, על כנרת. ואני מחכה שהוא יגיד משהו על תימני כנרת. והוא כנראה קלט שאני התעניינתי בנושא.
והוא ניגש אליי והוא שאל אותי, אני רואה שאת מתעניינת בתימני כנרת. אמרתי לו, מה זה, סבא וסבתא שלי קבורים פה בכנרת. אז הוא מיד אמר לי, את ממשפחת צעירי? הוא כבר ידע מי אני. וזה כבר אמר הכל. עדנה, מי זה היה המדריך הזה? אמירה מידלמן מקבוצת כנרת. ואיתו אני נפגשתי, איך אומרים, למרבה אירוניה, בין כנרת ובת... J'arrête juste un instant le film. Je pense que le visage du Yéménite parle mieux encore que sa petite fille. Et le membre du kibbutz là, qui est venu saluer ce Yéménite, c'est Amiram Edelman. C'est quelqu'un de Kinneret, justement, qui a fait une recherche sur ce qui s'est passé. Donc, c'est un membre du kibbutz qui, lui, demande pardon aux Yéménites de ce que ses parents leur ont fait. C'est pour ça qu'il vient à la rencontre. Mais vous allez tous voir encore une réaction d'un autre membre du kibbutz de Kinneret. שאמורה הייתה להיות אי פעם בת כנרת. שלמה, היית עושה את זה עוד פעם, מעביר אנשים ממקום למקום אחרי 18 שנה? כן, בפירוש כן. במצב כמו שהם היו, זה הייתה בשבילם הצלה. הצלה בשבילם. ודבר טוב, לא מתחרטים, ודבר טוב, אם קורה עוד פעם מקרה כזה, אז עושים עוד פעם. עושים דברים הגיוניים. וטובים לאנשים. Donc, vous comprenez ce qui a été dit, c'est terrible. Donc, on a Amiram Edelman qui demande pardon. Et là, vous avez un autre membre du kibbutz qui dit on l'a fait, c'était pour leur bien, c'était ce qu'il fallait faire, c'était à faire, et s'il fallait le refaire, on le referait. Donc, c'est quelque chose, un traumatisme qui est resté très fort chez les Yéménites. Mais comme l'a dit la petite fille, il n'en savait rien. Moi, j'ai guidé des Yéménites à Rehovot il y a 2 ans. Et donc, je voulais guider Rehovot. Et je pensais qu'ils connaissaient leur histoire. Je leur ai demandé, est-ce que vous voulez qu'on parle des Yéménites de Kinneret, de Rehovot? Ils m'ont dit, c'est quoi? Et en fait, j'ai raconté à des descendants de ces gens leur histoire à Rehovot. C'est-à-dire que vraiment, les parents ont occulté ça et les enfants ont grandi à Rehovot sans connaître l'histoire, comment ils ont été tellement mal accueillis à Kinneret et chassés de Kinneret. Pour arriver à Rehovot, ils savent qu'ils habitent Rehovot, ils ne connaissent pas l'histoire de la famille. C'est très traumatique. On est arrivé à la fin de cette conférence et on était juste dans les souffrances de ces Yéménites dans les 2 aliyot qui ont précédé l'État d'Israël, donc la première aliyah dans les Moshavot et la seconde aliyah vers les kibbutzim. Après, l'État d'Israël va être proclamé et on va organiser l'aliyah des Yéménites à très grande échelle dans l'opération tapis volant. Là, vous voyez les Juifs du Yémen à droite qui sont assis dans un avion, à gauche dans l'avion, et ne croyez pas que ça va être plus facile que ce qu'ont vécu leurs parents dans la première aliyah. Il y a eu des problèmes terribles dans cette aliyah de l'opération tapis volant, et dans l'aliyah qui suivra l'opération tapis volant, on en parlera la prochaine fois. Voilà. Alors, je m'excuse, je vois que... Merci beaucoup. Toda Rabba Ariel. Et, vous pouvez ouvrir vos micros, nous donner des témoignages familiales pour ceux qui veulent, ou poser des questions. C'est le moment, chers amis. Oui, je vois Samy qui lève la main, allez-y. Je crois qu'il faudra effectivement parler aussi de ce... Attends. On vous entend, on vous entend. Non, là, vous avez bloqué le... Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Oui, je pense que c'est très important de parler de cette opération du tapis volant bientôt, parce que c'est effectivement une histoire avec des rebondissements sans arrêt. On continue à en reparler et chaque fois, on ouvre une autre porte qui était restée secrète pendant je ne sais combien de temps. Et on a besoin de tout savoir. Mais tout savoir, ça prendra du temps. Et je ne crois pas encore que c'est maintenant qu'on saura tout. Il y en aura encore qui viendra au cours des années suivantes. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut apprendre et comment penser l'autre. Hein? Savoir ce que ça veut dire l'autre. Et savoir se rapprocher de l'autre et non pas penser à soi.
Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup à réfléchir. Merci pour votre aide. Oui, effectivement, beaucoup encore. On parlera dans la prochaine conférence. Et j'ai vu sur le chat que quelqu'un demandait le nom de le film. Le film s'appelle Dekel Shvalt Sameret, un palmier à la cime basse. C'est le nom d'un poème. Non. Je sais plus. J'avais vu ce film il y a 20 ans. Et pour cette conférence, je l'ai cherché pendant beaucoup de temps. J'ai fini par le trouver, je ne sais plus où. Desquels, moi? Quoi? Desquels? Tu as le lien, Ariel? Tu as le lien de la conférence sur YouTube? Autre femme. J'essaierai de le trouver pour la prochaine fois. Dans 2 semaines, on fera la suite. J'essaierai d'amener le lien de chercher sur YouTube dès qu'elle Shvalt Sameret. Je ne sais plus si c'est sur YouTube ou sur un autre système de film. Ok, merci beaucoup. Sinon, on vous le fera passer. Marlène, je vois Joyce qui a levé la main. Allez-y, on vous écoute. C'est une question. Hein. Est-ce que c'est à peu près à cette époque qu'il y a eu, si je me rappelle bien, des enlèvements d'enfants, des ménis? Non, ça c'est après. Ça, c'est la deuxième. C'est après, c'est la dernière alliée. C'est ce qu'on m'a parlé dans cette 3e alia de Marvad Aksamim. Merci pour la question. Ça nous met l'eau à la bouche pour la prochaine fois. Il y a Daniel Benaïm. Allez-y. Ce que je veux suggérer, c'est que les descendants de ces témanim demandent des indemnités à la Moshava Kinneret, qui maintenant est une des Moshavas très très riches. Ils devraient demander des indemnités. Non. Non, c'est vrai. C'est vraiment catastrophique ce qui s'était passé. C'est catastrophique ce qui s'était passé à ce moment. Nora Veillon. La plupart des gens de l'époque ne sont plus avec nous. Et les gens de Kinneret. Non, mais leurs descendants, leurs petits-enfants sont là. Il faut d'abord qu'ils reconnaissent leur tort avant de donner des indemnités. Oui, non, bien sûr. Je ne sais pas si on peut refaire l'histoire à l'envers. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est raconter l'histoire et essayer d'en tirer les leçons pour les aliotes qu'on accueille actuellement et essayer de régler les problèmes des aliotes. On ne tire aucune leçon. Parce qu'avec les Éthiopiens, c'est la même chose. Exactement. On ne tire aucune erreur parce qu'avec les Éthiopiens, c'est la même chose. Alors, exactement. Les conditions physiques sont moins difficiles. C'est pas du tout vrai pour les Éthiopiens. Vraiment pas du tout. Bah, je ne voudrais pas ouvrir la polémique. C'est vrai que la LIA n'a jamais été facile. Et à cette époque-là, au début, je dis, on vit chacun dans sa communauté. Il n'y a pas, les communautés se nouent pas. Moi, je vois aujourd'hui mes enfants, si je regarde mes petits-enfants, alors j'ai une belle-fille irakienne et une belle-fille et un gendre kurde, une belle-fille marocaine et un gendre tripolitain. Aujourd'hui, il y a ce mélange de communautés qui n'était pas à l'époque. Donc, chacun, il y avait on regardait l'autre de travers, on a du mal à s'accepter l'un l'autre. Je pense qu'on a déjà fait un bond en avant. Il y a encore beaucoup à faire. Maintenant, le problème, c'est que les Éthiopiens, et je ne dis pas que tout est réussi et qu'on est le meilleur des mondes. Je dis que ça n'a jamais été facile. Ce n'est pas facile non plus aujourd'hui. Je pense qu'on a appris des erreurs. Je pense qu'il y a encore d'autres choses, il y a encore à apprendre de tout ce qui est des erreurs qui ont été faites dans le passé. Merci beaucoup, Ariel. Donc, tu as déjà une autre conférence, ce sera sur la suite. Et tu as une autre conférence sur la Lia des Éthiopiens qui a déjà été commandée par nos amis. Ah, yofi. Ok. Allez, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Et je vous rappelle qu'avec Midrashet Yehuda, maintenant, on fait aussi des visites sur le terrain. Alors, venez vous promener